Aujourd'hui, j'ai encore un petit sujet léger pour vous. On va parler d'une partie de la gauche qui m'agace particulièrement, la gauche pro-israélienne. Comme vous l'avez probablement compris si vous regardez mes vidéos, je suis de gauche. Et du coup, je suis hyper sensible aux gens qui prétendent l'être sans en incarner les valeurs. Être de gauche, c'est défendre l'égalité et l'émancipation pour tous, pas juste pour les occidentaux. Alors qu'être sioniste, c'est pas très compatible avec ces idéaux. Pour moi, cette position de gauche pro-israélienne, c'est du grand foutage de gueule, et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Commençons avec la personne qui la représente le mieux, le député du PS, Jérôme Gage. Et moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Enfin, moi, je suis un sioniste pro-palestinien. Hein? C'est la meilleure du top 50 celle-là. Pourquoi pas violeur féministe tant qu'on y est? Voilà, j'essaye d'incarner par mon combat le combat Alors, il y en a pour qui la vous diraient solution que à deux États. il y en Voilà, a, ça il y veut en a dire qui vous quoi? diraient que c'est antinomique. Ça veut Ben dire non, c'est pas oxymorique. antinomique. Oxymore. Ben non. Très belle réaction du plateau d'ailleurs. Surtout ne challengez pas trop la dinguerie qui vient de sortir. Quel naufrage backseat, je devrais faire une vidéo sur cette catastrophe. Mais revenons à celle-là de vidéo. Pour une partie d'entre vous, la majorité je l'espère, vous avez réagi comme moi quand vous avez entendu cette phrase. On a ici un politicien de gauche, cadre d'un parti de gauche, qui assume être un sioniste et en même temps dit qu'il est pro-palestinien. Et il dit ça dans le plus grand des calmes. Ça semble pas trop gêner le plateau non plus, parce que pour beaucoup de gens, cette position, ou d'autres positions similaires, sont pas trop choquantes. Qu'on peut à la fois être sioniste et de gauche. C'est même la position de certains militants et intellectuels, mais c'est surtout celle d'une bonne partie du PS. Manuel Valls a toujours assumé son soutien à Israël. Oui, Israël est en première ligne. Donc si Israël tombe, nous tombons. Et nous devons soutenir de ce point de vue-là un pays allié, un pays ami, un pays démocratique qui porte les mêmes valeurs que nous. Hollande, lui, refuse toujours de parler de génocide et s'est opposé à une reconnaissance par la France de la Palestine. Glucksmann, lui, parle de génocide des Ouïghours, mais pas pour Gaza. Pourquoi vous refusez d'utiliser le terme de génocide? Parce que toujours, même sur l'Ukraine, même sur Boutcha, même sur... j'ai toujours été hyper précautionneux avec ce terme de génocide. Peut-être qu'il attend l'autorisation de ses boss à la CIA avant de se positionner. Hidalgo, elle, projette les couleurs d'Israël sur la tour Eiffel en plein génocide. Et Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, a, elle, appelé à interdire les manifestations pro-palestiniennes. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France? Oui, tout Oui. à fait. Et enfin, l'une de leurs députées européennes, Emma Rafowitz, est littéralement la nièce du porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowitz. Oui, oui, le mec qui est invité sur BFM H24 pour défendre les crimes de guerre et menacer les journalistes. Israël ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry Arnaud, merci, avec merci. des journalistes. Non, mais c'est important. Merci, ça suffit pas. Cette gauche pro-israélienne est beaucoup invitée parce qu'elle représente une version plus soft de la défense d'Israël. Un sionisme sans les calories. Ces gens-là vont peut-être dénoncer les violences et la colonisation en Cisjordanie par exemple. Certains vont même parler de génocide à Gaza pendant que d'autres se limiteront à un drame humanitaire. Ils vont attaquer le gouvernement israélien, dire qu'il est d'extrême droite et qu'il s'y oppose, mais c'est là que ça s'arrête. Pour eux, le problème c'est Netanyahou et son cabinet. Même si cet enfoiré est Premier ministre depuis que je suis gosse, et que sondage après sondage montre que la population israélienne soutient les actions de l'armée, mais non, c'est Netanyahou le problème. Pratique ça de responsabiliser une seule personne pour quasiment un siècle de nettoyage ethnique. Mais eux, ces sionistes de gauche, ils sont moins ouvertement génocidaires, plus nuancés. Non, mais vous comprenez pas. La situation est complexe. Faut faire de la pédagogie. Les gens connaissent pas le sujet. Tous les moyens sont bons pour rendre Israël plus acceptable et la sauver du bad buzz lié à sa campagne d'extermination des Palestiniens. Ils appellent à la paix, mais une paix sans justice. Ils reprennent même un langage de gauche pour justifier la violence d'État israélienne. Ça va parler d'émancipation, d'autodétermination. Je vais maintenant vous passer un extrait qui illustre ce que je dis. Oh, mais c'était sur Backseat aussi. Cette émission, elle ressort pas mal quand même. Je suis sûr que c'est une coïncidence. Ça, c'est l'épisode qu'ils ont fait quelques jours après le 7 octobre. L'invitée sur la droite, c'est Anna Assouline. Elle est fondatrice d'une association nommée Guerrières de la paix. Dans leur manifeste, on lit: Les Guerrières de la paix est un mouvement de femmes pour la paix, la justice et l'égalité. Créé en France en 2002, ce mouvement réunit des femmes de toute sensibilité, culture, croyances et origines. Oh my God! Wow! Pas besoin d'aller plus loin, je suis déjà fan. J'adore la paix et la justice. Et l'égalité? C'est vraiment mon truc préféré dans la vie. Je sens que Anna et moi, on va être hyper potes.
Du coup, j'imagine qu'elle va parler de l'expropriation des Palestiniens, de l'occupation, des violences des colons. La légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Ok, laissez tomber, j'ai rien dit. Donc maintenant, Israël, c'est un projet décolonial. Du coup, les colons, c'est qui? L'Empire romain? Il n'existe plus. Les Palestiniens? C'est eux qui ont colonisé leur propre pays. En gros, pour te vendre ce tableau un peu plus nuancé, ils n'hésitent pas à être, comment dire, très créatifs avec le concept de vérité. Jérôme Guedj va nous faire la même sur la définition du sionisme. Sioniste, c'est la reconnaissance, c'est l'existence, le droit à l'existence de l'État d'Israël. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur, mon gars. Bon, on rigole, mais à un moment, il va falloir rétablir les faits. Jérôme Guedj, il ment ici. Ou au minimum, il oublie une partie hyper importante de la définition du sionisme. Quoi? Un socialiste qui ment? Noni! Impossible. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Voici la définition du petit Robert. Le sionisme est un mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. En Palestine, Jérôme. Pas en Allemagne, pas sur la Lune, pas sur le front d'Alice Cordier. Non, un État juif sur une terre déjà occupée par les Palestiniens. Après, si pour les sionistes le petit Robert c'est Hamas et pas une source fiable, on n'a qu'à écouter la définition de Theodor Herzl, le mec qui a littéralement créé le sionisme politique. Lui, il doit savoir de quoi il parle. Il y a un juif viennois qui s'appelle Theodor Herzl, qui est un écrivain, un journaliste, et qui a une idée. Il dit en fait, puisqu'on nous renvoie toujours l'idée que nous ne serons jamais d'aucune nation, eh bien nous allons créer un État pour les juifs. Où doit se trouver cet État? Eh bien pour Herzl, c'est évident. Les juifs, dans leurs prières, depuis toujours, ils ont l'idée qu'ils vont retrouver la capitale d'où ils ont été exilés, Jérusalem. Donc il faudra que cet État soit autour de Jérusalem. À Jérusalem, il y a une colline qui s'appelle Sion. Eh bien Theodor Herzl dit il faut qu'on bâtisse cet État pour les juifs autour de Sion, c'est pour ça qu'est né le sionisme. Mais attends, comment ça s'appelle ça? Quand un mouvement a comme objectif de voler et d'exploiter une terre déjà occupée. Je l'ai sur le bout de la langue. La Kala, le colis. Israël est, et a toujours été, un projet colonial européen. Oublions pas qu'ils sont dans toutes les compétitions sportives européennes et participent même à l'Eurovision, contrairement au Liban ou à la Palestine, avec qui ils partagent des frontières. Et contrairement à ce que dit Anna Assouline, cette volonté coloniale, elle a longtemps été assumée. Aujourd'hui, c'est devenu tabou comme terme, parce qu'on est en 2025. La plupart des colonies dans le monde ont obtenu leur indépendance et la colonisation est globalement vue comme un crime contre l'humanité. Mais à la fin du 19e siècle, la colonisation, c'était encore à la mode. L'Algérie, le Kenya, la Namibie, le Congo, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, tous ces pays étaient encore occupés. Et comme ce fameux Theodor Herzl était dans l'air de son temps, lui aussi, il rêvait de participer à la fête. Il prend la souffrance très réelle des juifs qui étaient persécutés partout en Europe et l'utilise comme justification pour son idéologie coloniale. En 1996, il publie Der Judenstaat, l'État des Juifs, dans lequel il établit les bases du sionisme. Un an plus tard, il organise le premier congrès sioniste à Bâle pour discuter des prochaines étapes de ce mouvement. Ce congrès, c'est un peu comme la Japan Expo, mais si tu remplaces les weebs par des colons. Et c'est pendant ce congrès que la définition officielle du sionisme est adoptée. Le sionisme a pour but de créer pour le peuple juif un foyer en Palestine, garanti par le droit public. C'est aussi à partir de là que la collecte de fonds pour l'achat de terres en Palestine commence à s'organiser. Mais surtout, c'est là que le lobbying auprès des élites européennes démarre. Herzl va passer ses prochaines années à pitcher sa petite start-up coloniale à toutes les puissances européennes comme s'il était en after-work à 1h du mat. Il pitch à l'Allemagne, la Russie, à l'Empire ottoman, et il l'envoie tous bouler. Il pitch aussi aux Anglais, qui eux sont un peu plus réceptifs. Il échange même des lettres avec Cecil Rhodes, le Michael Jordan du colonialisme. Le mec est littéralement l'architecte principal de l'apartheid sud-africain. Oubliez pas cette notion d'apartheid, ça va être pertinent un peu plus tard. Mais du coup, il parle de quoi dans ses lettres, Théodore? Il essaie de convaincre Rhodes de participer à son projet qu'il décrit comme, je cite, « something colonial », ou en français, quelque chose de colonial. Quelques années plus tard, en 1903, suite à des pogroms sanglants dans l'ancien empire russe, les Anglais finissent par lui proposer ce fameux Uganda Plan, un territoire en Afrique de l'Est où les Juifs pourraient s'installer sous protectorat britannique. Herzl propose ce plan comme solution temporaire lors du congrès sioniste de cette année, mais les autres ils étaient pas trop fans de l'idée, vu que le plan ça a toujours été la Palestine. Le Uganda Plan finit par être refusé définitivement au congrès de 1905. Après la mort d'Herzl, d'autres prennent la relève, dont Chaim Weizmann, un chimiste pour l'armée britannique, et Lord Lionel Walter Rothschild, grand banquier britannique et figure de la communauté juive anglaise.
Ces deux-là finissent par obtenir le 2 novembre 1917 d'Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, la Balfour Declaration, une promesse d'un État juif en Palestine. Il se trouve aussi que Balfour était un énorme antisémite, mais au calme tant qu'il donne un État en Palestine. Herzl, il disait quoi déjà sur les antisémites? Les antisémites seront nos amis les plus dévoués et les pays antisémites nos alliés. Fast forward à 1947. L'immigration juive en Palestine s'est poursuivie et la Palestine est maintenant 2 tiers arabes, 1 tiers juif. L'ONU, sous pression américaine et soviétique, vote un plan de partition de la Palestine ouvertement inégalitaire. 55% de la terre la plus fertile et exploitable est attribuée aux juifs, tandis que la majorité arabe finit avec 45% de la terre parsemée un peu partout. Une guerre civile éclate entre juifs et arabes, et les milices juives menées par Ben Gurion et armées par les soviétiques mettent en place le plan d'Alep. L'objectif est clair, la sécurisation du territoire juif par la prise de villages arabes, leur destruction et l'expulsion de la population. Ça a donné naissance à la Nakba, ou la catastrophe en français. Et Ben Gurion, le premier ministre et fondateur de l'État hébreu, lui aussi était lucide vis-à-vis de l'aspect colonial d'Israël. Il dit en 1938 qu'il est pour un transfert forcé des Palestiniens, et en 1948, il dit aussi « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. » Donc bon, tout ça, c'était clairement pas secret. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez. 80 ans d'injustice et de souffrance pour les Palestiniens. Pas exactement la décolonisation dont nous a parlé Anna Assouline. Donc quand vous entendez quelqu'un qui critique le gouvernement de Netanyahou, mais qui continue à défendre Israël, en fait, ce qu'il défend, c'est la colonisation. Peut-être pas la colonisation de la Cisjordanie aujourd'hui, mais il défend celle qui a donné naissance à l'État d'Israël. Comme si voler une terre en 1948 puis en 1967, c'était acceptable, mais en voler un peu plus en 2025, là, ça devient un crime. Mais je sais ce que vous allez me dire. Jack, la gauche était à l'initiative de beaucoup de projets coloniaux partout dans le monde. Regardons en France avec Jules Ferry. Lui, c'est l'exemple parfait. Ouais, le Jules Ferry de l'école publique et laïque. Il avait aussi la fameuse doctrine de la gauche civilisatrice. D'après lui, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Sauf que pour moi, l'une des valeurs fondamentales de la gauche, c'est censé être l'égalité. Mais, pour la gauche de l'époque, comme pour cette soi-disant gauche pro-israélienne, quand il parle d'égalité, c'est pas pour tout le monde. C'est l'égalité entre Européens, entre Occidentaux. Cette définition, c'est ce qui leur permet de continuer à soutenir Israël, à la fois dans ses origines coloniales, que dans la hiérarchie raciale qu'elle a instaurée pour pouvoir survivre. Et cette hiérarchie raciale, elle a un nom. Il est temps de parler de l'apartheid. L'apartheid, c'est un terme que vous avez déjà probablement entendu. Le terme est principalement utilisé pour décrire la hiérarchie raciale mise en place en Afrique du Sud au XXe siècle. À cette époque, les Sud-Africains étaient séparés en 2 catégories, qui avaient des droits et des statuts très différents. Les Sud-Africains blancs dirigeaient le pays, ils contrôlaient les industries, les ressources naturelles et les terres. Ils étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus proches du pouvoir. Mais comme vous pouvez vous en douter, ces Sud-Africains blancs n'étaient pas natifs de la région. C'était ou des colons ou des enfants de colons venus d'Europe. Les Sud-Africains noirs, eux, ils étaient indigènes à la région, mais étaient considérés comme des citoyens de seconde catégorie. Ils étaient limités dans leurs déplacements, dans les postes qu'ils pouvaient occuper, dans leurs opportunités économiques. Ils étaient aussi violentés en permanence par la police et l'armée. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les blancs et étaient clairement considérés comme inférieurs. Et ces deux populations, elles restaient séparées. Il y avait des quartiers pour les noirs et des quartiers pour les blancs. Les noirs étaient relégués aux quartiers les plus défavorisés, alors que les blancs, eux, vivaient beaucoup plus confortablement. En plus de cette ségrégation géographique, des lois étaient mises en place pour pas qu'ils soient en contact. Les écoles et hôpitaux étaient ségrégés et les relations interraciales étaient interdites. Ces injustices et inégalités ont fini par donner naissance à de nombreux mouvements politiques anti-apartheid comme le Pan-Africanist Congress, ou PAC, le Parti communiste sud-africain, et surtout l'ANC, African National Congress, de Nelson Mandela. Ces mouvements ont longtemps été réprimés avec une violence inouïe par le pouvoir sud-africain et désignés comme organisations terroristes par les puissances occidentales comme les US ou le Royaume-Uni. Ce système d'apartheid est resté en place en Afrique du Sud pendant des décennies, jusqu'à ce que ces mouvements de libération de plus en plus populaires, associés à un boycott international croissant et une crise économique, rendent ce projet suprémaciste trop coûteux. Les pays occidentaux qui étaient leurs plus gros partenaires commerciaux commencent un par un à retirer leur soutien au pouvoir en place, ainsi marquant la fin de l'apartheid sud-africain. L'un des derniers soutiens occidentaux à l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'était Israël. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Je me demande pourquoi ils ont pris autant de temps à lâcher un état d'apartheid. Mais ce que vous avez probablement jamais vu en cours, c'est que l'Afrique du Sud, c'est pas le seul exemple d'apartheid. C'est un terme aussi utilisé pour Jim Crow, la ségrégation légale dans le sud des États-Unis, mais aussi pour désigner l'État israélien. Et ça, c'est pas Jack Couscous l'islamiste qui le dit. C'est l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch et même l'ONG israélienne B'Tselem. Pour Gaza, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer.
Les Gazaouis sont enfermés depuis les années 2000 dans un camp de concentration à ciel ouvert. Ils peuvent pas sortir, à part pour aller se faire exploiter par des patrons israéliens, puis doivent rentrer le soir même. Et ça, c'était avant le 7 octobre. Maintenant, c'est devenu un camp d'extermination. En Cisjordanie, c'est à peine mieux. En plus des bombardements et interventions militaires israéliennes, les Palestiniens, ils peuvent pas se déplacer librement. Tiens, comme en Afrique du Sud. De nombreuses rues et routes leur sont interdites, et le reste de leurs déplacements nécessite des passages par des checkpoints militaires. Ils peuvent pas construire non plus, la majorité des permis de construction leur sont refusés sans motif, et au niveau judiciaire, ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens et sont soumis à une justice différente, un tribunal militaire israélien. Ils ne contrôlent pas non plus l'accès à l'eau sur leur propre terre. Israël leur interdit même de récolter l'eau de la pluie. Je répète parce que c'est quand même une dinguerie. Israël interdit aux Palestiniens de récolter l'eau qui tombe du ciel. C'est un niveau de cruauté que même Hollywood aurait du mal à inventer. Mais en plus des checkpoints, en plus des kidnappings de l'IDF, en plus du chômage de masse et de la pauvreté dont ils sont victimes, de cette injustice au quotidien, ils vivent aussi dans la peur d'être attaqués ou tués par des colons israéliens. Ce regard dit tout du climat en Palestine. Cet homme, un colon israélien, vient de tirer à bout portant sur un groupe de Palestiniens en Cisjordanie. Enfin, l'apartheid s'étend même aux citoyens arabes d'Israël, soit les Palestiniens qui vivent à l'intérieur des frontières. Même s'ils ont le droit de voter et de circuler, ils n'ont pas accès à certaines terres et logements, et sont de facto ségrégés dans certains quartiers et villages, qui sont beaucoup moins soutenus financièrement par l'État. La communauté arabe est victime de discrimination systématique et de racisme. Les différences d'allocations versées par l'État aux villes et villages arabes a créé un fossé énorme, notamment dans les services et l'éducation. Et tout ça, étonnamment, Anna Assouline, Jérôme Gage et le reste du PS sioniste, ils en parlent rarement. Pour conclure, être de gauche et défendre Israël, c'est mutuellement exclusif. Tu peux être l'un ou l'autre, mais tu peux pas être les deux en même temps. Si tu penses que les Palestiniens c'est pas des êtres humains au même titre que les Israéliens, très bien, mais va là-bas avec les fachos. C'est pour cette raison que le sionisme de gauche, ça n'existe pas. C'est une contradiction à tous les niveaux. De la même façon qu'on ne peut pas être de gauche et défendre la colonisation et l'apartheid. Parce que oui, le projet israélien, ça a toujours été un projet colonial et raciste. La forme actuelle d'Israël ne peut exister qu'en détruisant la population palestinienne. Tant que la Palestine existe, un État exclusivement juif ne pourra pas survivre. Une démocratie ethno-nationaliste ne peut pas exister sans contrôle sur la population. Les Palestiniens sont déjà quasiment majoritaires sur le territoire. Et ça, c'est sans prendre en compte le droit de retour des réfugiés. Et tous ces facteurs, pour Israël, ça représente une menace démographique existentielle. Le génocide perpétré par Israël aujourd'hui, c'est pas une erreur de parcours ou la faute d'un gouvernement fanatique et fasciste. C'est la continuation logique de l'idéologie sioniste. Parce que le colonialisme et le fascisme, c'est intégral au sionisme. C'est assez clair qu'Israël veut vider Gaza de sa population et se l'approprier. שאלה פשוטה, איפה מבחינתך צריך לקום היישוב הראשון ברצועה? אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ. La légalisation massive et accélérée des colonies nous montre aussi qu'ils veulent annexer la Cisjordanie. Mais ils comptent pas s'arrêter là. Aujourd'hui, Israël continue à gratter du territoire libanais, malgré le cessez-le-feu, et ont commencé à occuper un bout de la Syrie. Les dirigeants israéliens parlent ouvertement de leur projet du Grand Israël. Netanyahou a déclaré sur I24 qu'il se sentait poussé par une mission historique et spirituelle pour le concept du Grand Israël, fantasme sioniste qui s'étend de l'Égypte à l'Irak, incluant la Jordanie, le Liban, une partie de la Syrie et de l'Arabie Saoudite. Et l'aspect fasciste du projet israélien, il est tout aussi dangereux. Israël a désigné les Palestiniens comme l'ennemi de l'intérieur. Sauf que s'il n'y a plus de Palestiniens, il faut trouver une autre menace. Les citoyens arabes d'Israël, par exemple. Puis après, les juifs noirs. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non, on refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Donc quand vous entendez Jérôme Gage avoir ce genre de position... Moi, je revendique être un sioniste et pro-palestinien. C'est le terme pour dire 2 États qui vivent en sécurité côte à côte. Ou quand Hidalgo affiche le drapeau palestinien avec le drapeau de l'État qui veut les exterminer, comprenez que ce qu'ils veulent, c'est pas la paix. Leur vrai objectif, c'est de sauver Israël. Et maintenant qu'on a dit tout ça,
je vais vous demander qu'une seule chose. Ne vous faites pas avoir. Ne soutenez pas des gens qui, après 2 ans, restent ambivalents vis-à-vis d'un génocide. Continuez à faire monter la pression sur ces escrocs et sur les médias qui les invitent. Ressortez leurs tweets en défense d'Israël à chacun de leurs postes. Interpellez-les pacifiquement quand vous les voyez dans la rue ou en manif. Et au niveau électoral, pas d'alliance ni compromis. Pas de poste ni légitimité pour être invité sur tous les plateaux et venir whitewash une épuration ethnique. Parce que tant qu'ils ont une place dans la discussion, ils tireront toujours la conversation vers la droite. Et ça, franchement, c'est plus acceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'algorithme sera probablement pas fan de cette vidéo, mais je m'en voudrais toute ma vie si j'utilisais pas ma petite plateforme pour lutter pour la survie du peuple palestinien. Si vous êtes d'accord et que vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager et liker la vidéo. Dites-vous que chaque vue, c'est potentiellement une voix de moins pour un faux candidat de gauche. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.